Avez-vous déjà eu l'impression que le marché se moquait de vous personnellement? Vous achetez et le prix chute immédiatement. Vous vendez et quelques minutes plus tard, le marché décolle sans vous. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas vos indicateurs qui cessent soudainement de fonctionner. Vous êtes simplement en train de danser au rythme d'une musique que vous n'entendez pas, une musique que le smart money de Wall Street utilise depuis plus d'un siècle pour transférer discrètement l'argent des traders mal informés vers leur propre compte. Mais voici le retournement de situation. Il y a plus de 100 ans, un garçon de 15 ans, sans diplôme, sans réseau, sans accès privilégié, a percé ce code. À force d'observer la table jour après jour, il a transformé le marché en une véritable radiographie du comportement institutionnel. Il a transformé ce que la foule considérait comme des mouvements aléatoires en un langage lisible, cohérent, parfaitement logique. Ce garçon s'appelait Richard Wyckoff, et une fois que vous verrez les marchés à travers sa méthode, vous ne pourrez plus jamais regarder un graphique de la même façon. Cette vidéo n'est pas un conseil financier. C'est une exploration éducative de la manière dont les marchés bougent réellement et de comment arrêter d'être la victime de ces mouvements. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi les grands mouvements ne surgissent jamais de nulle part, comment repérer l'accumulation et la distribution pendant qu'elles se construisent, comment lire le volume comme un effort et non comme un simple histogramme, et comment mesurer si un setup possède réellement assez de causes pour justifier votre risque. Commençons là où Wyckoff a commencé. Imaginez New York à la fin des années 1800. Les trottoirs sont remplis de courtiers, de papiers, de rumeurs, et au milieu de ce chaos, un adolescent court de bureau en bureau, portant des certificats d'action comme s'il transportait des pièces d'or. Ce jeune garçon observe les marchés comme d'autres lisent un roman. Il observe les hausses fulgurantes, les chutes soudaines, les phases de stagnation interminables, et très tôt, il remarque quelque chose que personne ne semble voir. Les prix ne bougent jamais au hasard. Ils suivent un rythme, une séquence, presque une chorégraphie. En devenant courtier dans sa vingtaine, Wyckoff découvre le cœur du mécanisme. Il voit des industriels fortunés acheter silencieusement des actions pendant que les journaux annoncent la mort d'un secteur. Quelques mois plus tard, quand les nouvelles s'améliorent et que la foule commence enfin à acheter, ces industriels vendent exactement à ce moment-là. La même scène se répète encore et encore. Acheter dans la peur, construire une histoire, vendre dans l'euphorie. Pour Wyckoff, ce n'était plus une théorie, c'était une mécanique, une structure, une manière d'opérer que les grandes mains du marché utilisaient depuis toujours. Alors, au lieu de garder ses observations pour lui, il décide de les documenter. Il interroge les plus grands opérateurs de son époque, fonde The Magazine of Wall Street, et consacre sa vie à révéler ce que les professionnels du marché auraient préféré garder secret. De cette vie d'observation et d'analyse, Wyckoff extrait trois lois fondamentales. Trois lois simples en apparence, mais qui expliquent presque tout ce que vous voyez sur un graphique. Première loi, l'offre et la demande. Les prix montent lorsque la demande dépasse l'offre et chutent lorsque l'offre dépasse la demande. Rien d'autre. Pas les émotions, pas les nouvelles, pas les rumeurs. Juste l'équilibre entre acheteurs et vendeurs. C'est pourquoi les marchés touchent souvent leur point bas lorsque les nouvelles sont les plus sombres. Les institutions ont simplement fini d'absorber tout ce que le public vend dans la panique. Deuxième loi, la cause et l'effet. Aucun rallye puissant ne surgit de nulle part. Aucun krach ne se produit par magie. Chaque mouvement majeur est précédé d'une cause, généralement une phase de consolidation ou un trading range. Plus cette cause est longue, plus l'effet, le futur mouvement, sera puissant. Un trading range est un ressort que l'on comprime. Et lorsque ce ressort se libère, la distance qu'il parcourt dépend de l'énergie accumulée. Troisième loi, l'effort contre le résultat. Le volume est l'effort. Le mouvement du prix est le résultat. Lorsque le volume est massif mais que le prix avance peu, quelqu'un absorbe ou distribue agressivement. Lorsque les hausses se font sur un volume décroissant, la demande s'essouffle. Lorsque les baisses se font sur un volume faible, l'offre disparaît. Le marché peut mentir en apparence. Le volume, lui, ne ment jamais. Ces trois lois combinées transforment votre manière de lire les marchés. Elles révèlent l'architecture invisible derrière chaque mouvement, le moteur psychologique derrière chaque chandelier. Elles sont la base indispensable avant de parler de phases, de springs, d'UTAD ou de points de contrôle. Parce qu'une fois ces lois comprises, tout devient plus clair. Le marché cesse d'être une succession chaotique de prix. Il devient un récit structuré. Et ce récit semble orchestré comme s'il provenait d'un seul opérateur, méthodique, patient, doté d'une compréhension parfaite de la psychologie humaine. Cet opérateur, Wyckoff,
l'appellera plus tard le composite operator. C'est lui que nous allons rencontrer dans le chapitre suivant. Le composite operator est le cycle du marché. Pour comprendre le marché comme Wyckoff, il faut accepter une idée dérangeante. Le marché se comporte comme s'il était contrôlé par un seul opérateur. Un opérateur invisible, omniprésent, doté d'une patience infinie et d'une compréhension presque parfaite de la psychologie humaine. Cet opérateur, Wyckoff l'appelle le composite operator. Bien sûr, il n'existe pas réellement sous forme humaine. Il n'a pas de visage, pas de nom, pas de bureau. Il représente plutôt la somme des comportements des plus grands acteurs du marché. Les institutions, les hedge funds, les market makers, les opérateurs professionnels, des entités qui partagent la même manière de réagir aux émotions du public et à la dynamique de l'offre et de la demande. Imaginez cet opérateur comme un maître d'orchestre. Chaque note du marché, chaque variation de volume, chaque chandelle n'est qu'un fragment d'une symphonie beaucoup plus vaste que lui seul semble entendre en entier. Pour comprendre comment il agit, il faut commencer par observer une vérité très simple. Les professionnels ne peuvent pas acheter ou vendre comme les particuliers. Nous, traders individuels, pouvons entrer ou sortir d'une position en quelques secondes sans perturber le prix. Mais lorsqu'une institution veut acheter 10 millions d'actions, elle ne peut pas appuyer sur un bouton. Si elle le faisait, le prix exploserait immédiatement. Le composite opérateur doit donc opérer différemment, lentement, méthodiquement, en cachant ses intentions, en orchestrant le marché pour accumuler discrètement, pousser les prix à son avantage ou distribuer sans alerter la foule. Et pour faire tout cela, il suit un cycle que Wyckoff a décodé et que vous êtes en train d'apprendre à lire. Le marché évolue constamment à travers 4 grandes phases. Accumulation, markup, distribution et markdown. Ce cycle se répète encore et encore sur tous les marchés, sur tous les actifs. Qu'il s'agisse d'actions, de crypto, de matières premières ou d'indices, la mécanique ne change jamais. Commençons par la première phase. To unmaze. Le composite opérateur souhaite construire une grande position. Pour cela, il lui faut acheter. Beaucoup. Mais s'il montre son intérêt, les prix montent immédiatement et il doit payer plus cher. Alors, il attend la peur, les mauvaises nouvelles, les capitulations, les moments où le public jette ses positions dans la panique. C'est dans ces instants d'incertitude totale que le composite operator absorbe tranquillement tout ce que le public lui vend. Parfois, il va même créer ou amplifier cette peur. Il laisse le prix chuter un peu plus bas, juste assez pour déclencher les stops, juste assez pour provoquer l'abandon final. Ce dernier flush, cette dernière capitulation, c'est souvent la signature de sa présence. Puis vient la seconde phase, le markup. Une fois la position construite, le composite opérateur n'a plus aucune raison de maintenir le prix bas. Il laisse le marché respirer. Il laisse les prix monter, mais pas trop vite. Une hausse trop brutale attirerait une foule de spéculateurs trop tôt, et il a besoin d'une hausse saine, régulière, progressive. Des creux plus hauts, des sommets plus hauts. Une tendance propre et soutenue. Les particuliers commencent à remarquer la montée. Les analystes deviennent optimistes. Les articles positifs apparaissent dans les médias. La foule se sent rassurée. Et c'est précisément à ce moment, quand tout semble aller parfaitement bien, qu'une nouvelle phase commence. La distribution. Après des mois ou des années de hausse, le composite opérateur possède une position largement appréciée. Il doit vendre. Mais s'il vend tout d'un coup, le prix s'effondre et ses propres ventes lui font perdre de l'argent. Il doit donc distribuer comme il a accumulé, lentement, discrètement, dans l'optimisme, dans la confiance. Pendant que la foule achète avec enthousiasme, persuadée que le rallye va durer pour toujours. Dans cette phase, les volumes sont souvent lourds. On observe des mouvements haussiers mais peu efficaces, des cassures qui échouent, des sommets légèrement plus hauts qui attirent les acheteurs naïfs, mais qui se retournent ensuite brutalement. La distribution est une science. Et le public, sans le savoir, en est souvent la matière première. Puis vient la dernière phase, le markdown, la déchaîne. Les institutions ont déjà vendu l'essentiel de leur position. Elles ne soutiennent plus le prix. Le marché se retrouve entre les mains du public. Et sans acheteurs solides pour soutenir le mouvement, les prix commencent à baisser. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. Les mêmes personnes qui achetaient dans l'enthousiasme se mettent à vendre dans la peur, exactement comme prévu. Ce cycle, Wyckoff l'a identifié il y a plus d'un siècle. Et aujourd'hui encore, c'est l'un des modèles les plus précis pour comprendre les marchés. Non pas parce que les marchés sont mécaniques, mais parce que la psychologie humaine, elle, ne change jamais. L'euphorie, la peur, la cupidité, le doute, la panique. Ces émotions se répètent, et le composite opérateur les utilise comme un artisan utilise ses outils.
Une fois que vous comprenez ce cycle, vous pouvez commencer à lire le marché comme une histoire, non plus comme une succession de bougies, mais comme une narration, un récit structuré dans lequel certaines actions n'ont qu'un seul but: vous secouer, vous piéger, vous pousser dans la mauvaise direction au pire moment. Dans le chapitre suivant, nous allons entrer dans les schémas précis, les phases internes de l'accumulation et de la distribution, les moments clés, les pièges, les tests, les springs, les upthrusts, les signaux forts et les signaux faibles. Vous allez apprendre à reconnaître la signature du composite operator, non plus après coup, mais en temps réel. Les schématiques d'accumulation et de distribution. Si vous avez compris le composite operator, vous êtes maintenant prêt pour l'une des révélations les plus profondes de la méthode Wyckoff. Le marché ne se contente pas d'alterner entre hausse et baisse. Il imprime des empreintes précises, des structures répétitives, des phases reconnaissables, des schémas que l'on retrouve dans toutes les grandes accumulations et dans toutes les grandes distributions. Ces structures, Wyckoff les a étudiées pendant des décennies, et ce qu'il a découvert est fascinant. Les marchés ne tournent pas au hasard. Ils progressent à travers un cycle clair, découpé en phases internes, chacune ayant un rôle psychologique et mécanique précis. Commençons par l'accumulation, car c'est la base de tout. L'accumulation se divise en plusieurs phases. Wyckoff les a nommées phase A, phase B, phase C, phase D et phase E. Ces phases ne sont pas abstraites. Elles sont visibles, mesurables, lisibles sur n'importe quel graphique. Et si vous les apprenez, vous pourrez repérer les mouvements institutionnels avant qu'ils ne s'expriment pleinement dans les prix. Phase A. La première phase met fin à la tendance baissière précédente. Après une longue chute, le marché atteint un moment de panique maximale. C'est le selling climax. Un point où tout semble s'effondrer. Les nouvelles sont catastrophiques. Le sentiment est désespéré. Le volume explose. Mais quand la panique atteint son apogée, un phénomène étonnant apparaît. Le prix cesse de s'effondrer. Il chute encore, mais moins. Il montre les premiers signes d'absorption. Ce moment est crucial. Il signifie que le composite operator a commencé à absorber tout ce que la foule vend dans la panique. Après ce selling climax, un rebond naturel se produit. Wyckoff l'appelle automatic rally. Ce rebond ne signifie pas encore que la tendance a changé. Il signifie simplement que l'offre s'est momentanément épuisée. Puis vient le secondary test. Le prix retourne vers la zone du selling climax. Si ce retour se fait avec des volumes plus faibles, des spreads plus étroits, et surtout sans faire de nouveaux plus bas significatifs, cela confirme que l'offre est réellement en train de disparaître. C'est la fin de la phase A, phase B. Si la phase A marque la fin de la chute, la phase B est une phase de construction. Le marché entre dans un trading range, souvent large, parfois long, toujours frustrant pour le public. Les prix oscillent entre un support et une résistance sans direction claire. Pour beaucoup, ce range semble fatigant, inutile, improductif. Mais en réalité, c'est une période cruciale. C'est ici que se construit la cause dont parle la deuxième loi de Wyckoff. Pendant cette phase, le composite opérateur accumule méthodiquement. Il teste les niveaux bas pour absorber les dernières ventes. Il laisse les prix remonter pour tester la demande résiduelle. Il répète ces tests jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de faibles mains à éliminer. La phase B est souvent longue. Elle doit l'être. Accélérer cette phase révélerait les intentions des opérateurs institutionnels. Alors ils travaillent lentement, dans le silence du range. Phase C. Voici la phase la plus méconnue et pourtant la plus puissante. C'est le moment où le composite opérateur exécute son dernier test. Un test brutal, psychologique, décisif, un mouvement que Wyckoff appelle le spring. Le spring est un faux breakout baissier, une descente sous le support du range, assez profonde pour déclencher les stops, assez violente pour créer la panique, mais suffisamment contrôlée pour revenir très vite au-dessus du support. Le spring est la signature du composite opérateur. C'est son dernier mouvement pour secouer les mains faibles, piéger les vendeurs, absorber les dernières offres et préparer la vraie tendance haussière. Beaucoup de traders confondent un spring avec une cassure réelle. C'est pourquoi cette phase est dangereuse pour ceux qui ne la comprennent pas. Elle est conçue pour l'être. Le spring doit faire croire à la rupture du support. Sans cette illusion, il n'aurait aucun impact psychologique. Quand un spring apparaît, c'est l'un des signaux les plus puissants de toute la méthode Wyckoff. Il signifie que le composite opérateur a achevé son travail, que l'offre a été vidée et que le mouvement haussier est prêt à commencer. Phase D. Après le spring, tout change. Le prix remonte dans le range avec conviction. Il franchit les résistances internes. Les volumes augmentent lors des hausses.
Il diminue lors des retours en arrière. Le marché montre ce que Wyckoff appelle les signs of strength, des signes des forces structurelles. C'est dans cette phase que les meilleures entrées se situent. Wyckoff parle du last point of support, le dernier creux significatif avant la sortie du range. Entrer dans cette zone permet d'avoir un risque faible et une probabilité élevée. C'est une entrée calculée, précise, presque chirurgicale. Phase E. C'est la phase où le marché quitte définitivement le range et commence son markup. Le public découvre soudain la force du mouvement. Les médias parlent de reprise. Les traders impatients se ruent vers le marché, persuadés qu'il est encore temps. Mais ceux qui comprennent Wyckoff étaient déjà positionnés bien avant eux. Leur entrée a été faite lorsque le marché semblait encore confus, incertain, dangereux aux yeux de la foule. Voilà pour l'accumulation. Et maintenant, regardons son reflet inversé. Car les phases d'une distribution sont les mêmes, mais inversées psychologiquement. Là où l'accumulation pioche dans la peur, la distribution s'appuie sur l'euphorie. Là où l'accumulation élimine les mains faibles pour préparer la montée, la distribution élimine les mains fortes pour préparer la descente. Là où l'accumulation teste les bas par le spring, la distribution teste les hauts par un mouvement équivalent appelé l'Up Thrust After Distribution, ou UTAD. Dans une distribution, on retrouve les mêmes phases. Phase A, la fin de la tendance haussière. Phase B, le range qui semble sain, mais qui est en réalité une zone où les institutions vendent méthodiquement. Phase C, l'UTAD. Ce faux breakout haussier conçu pour attirer les acheteurs naïfs et permettre au composite opérateur de distribuer le reste de sa position. Phase D. Les premiers signes de faiblesse. Phase A. L'acute. Psychologiquement, la distribution est encore plus trompeuse que l'accumulation, car elle se déroule dans un environnement d'optimisme maximal. Les traders voient de la force alors qu'il n'y a plus de demande réelle. Ils voient des opportunités alors qu'ils sont en réalité en train d'acheter ce que les institutions sont en train de vendre. Les deux schémas, accumulation et distribution, forment le cœur de la méthode Wyckoff. Ils permettent de lire les marchés non pas en temps différé, mais en temps réel. Ils donnent une structure, un cadre, une grille de lecture. Et surtout, ils permettent de comprendre la logique de la plupart des pièges du marché, car ces pièges ne sont pas accidentels. Ils sont intentionnels. Ils servent à transférer les positions, à piéger le public, à faciliter le travail du composite operator. Dans le chapitre suivant, nous allons rendre cette lecture encore plus précise. Nous allons plonger dans le rôle du volume, dans la manière dont il raconte la vérité derrière chaque mouvement. Nous allons apprendre à lire non seulement les prix, mais aussi les intentions. Volume Spread Analysis. L'art de lire les empreintes du smart money. Pour la plupart des traders, le volume n'est qu'un histogramme en bas du graphique. Des barres vertes et rouges qui montent et descendent sans signification claire. Pour Wyckoff, c'était tout l'inverse. Le volume était un langage, un message codé, révélant ce qui se passait réellement derrière les chambiers, un indicateur de vérité brute, impossible à falsifier, impossible à dissimuler. Si le prix est la surface de l'océan, le volume est le courant sous-marin. Ignorer le volume, c'est naviguer les yeux bandés. Savoir le lire, c'est comprendre ce que fait le composite opérateur pendant que les autres se concentrent sur ce qu'il veut bien leur montrer. La logique du volume spread analysis, ou VSA, repose sur un principe simple. Le volume représente l'effort, et le mouvement du prix représente le résultat. Cette relation entre l'effort et le résultat permet de détecter des forces invisibles, des actions institutionnelles, des manipulations, des absorptions, des distributions. Observons cela de plus près. Lorsque vous voyez une barre de volume énorme, mais que le prix ne se déplace presque pas, ce n'est jamais un hasard. Cela signifie qu'une bataille se déroule. Ce n'est pas le public qui génère ce volume, c'est le composite operator. Avec ses achats ou ses ventes massifs, il absorbe tout ce que le marché lui envoie. Dans un marché baissier, si une bougie rouge profonde s'accompagne d'un volume exceptionnel, mais que le prix refuse de s'effondrer davantage, c'est un signal de premier ordre. Cela signifie que quelqu'un absorbe l'offre. Des millions d'actions sont vendues dans la panique, mais quelqu'un achète tout, silencieusement, patiemment, méthodiquement. Ce phénomène s'appelle l'absorption. Inversement, dans un marché haussier, si vous voyez une bougie verte accompagnée d'un volume très élevé, mais que le prix n'avance presque pas, c'est un autre type de signal. Cela signifie que quelqu'un vend dans la force. Le public achète, persuadé que la hausse va continuer. Mais derrière cette façade optimiste, les mains fortes distribuent. Dans le VSA, tout est question de contexte. Une même configuration peut être positive dans une phase et négative dans une autre. La clé est de comprendre où vous êtes dans le cycle Wyckoff. Il existe plusieurs configurations essentielles à connaître.
La première est la barre No Demand. Une barre haussière, souvent peu impressionnante, qui clôture près de son sommet, mais avec un volume anormalement faible. Elle apparaît souvent en haut de marché ou dans une phase de distribution. C'est un test. Le Composite Operator teste la demande. Il pousse légèrement le prix vers le haut pour voir si quelqu'un suit. Si personne n'achète, la faiblesse est révélée. Ce type de barre précède souvent des baisses significatives. L'inverse existe également. La barre No Supply. Une barre baissière qui clôture près de son plus bas mais avec un volume très faible. Cela ne montre pas la force des vendeurs, mais leur absence. Il n'y a plus d'offres. Ce signal apparaît souvent après un spring ou après une longue phase B dans une accumulation. Il montre que les vendeurs sont épuisés, que le marché est prêt à monter. Une autre configuration puissante est le stopping volume. Une barre baissière avec un volume anormalement élevé, souvent accompagnée de mèches basses et de réactions rapides. C'est le signe que le composite operator vient d'intervenir de manière agressive. Il a absorbé tout ce que le public vendait dans la panique. Ce type de mouvement apparaît souvent à la fin d'une tendance baissière. Il marque le début potentiel d'un retournement. À l'opposé, on trouve le climactic volume haussier. Dans une distribution avancée, les prix peuvent atteindre de nouveaux sommets, accompagnés de volumes massifs. Mais si ces bougies montrent des mèches supérieures longues ou une incapacité à progresser, ce volume n'est pas un signe de force, c'est un signe d'exhaustion. Le public se précipite, les institutions liquidant. La chute n'est jamais loin. Le VSA ne se limite pas à repérer ces configurations isolées. Il permet d'interpréter les séquences. Par exemple, une série de bougies haussières sur spreads de plus en plus étroits, mais avec un volume croissant, est un signal particulièrement dangereux. Le marché semble monter, mais la progression se fait avec difficulté. L'effort augmente, le résultat diminue. Cela révèle une distribution en cours. Les mains fortes vendent dans la force, absorbant la demande du public jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Le phénomène inverse existe pour l'accumulation. En fin de tendance baissière, les bougies rouges montrent parfois des spreads très larges, puis progressivement de plus en plus étroits, avec un volume qui reste élevé. C'est la signature de l'absorption. Le composite operator laisse le prix chuter, mais il empêche systématiquement l'effondrement. Les volumes élevés signalent une activité importante, et la diminution progressive des spreads indique que l'offre se tarit. Un autre concept fondamental est celui de l'activité initiative et de l'activité réactive. L'activité initiative correspond à une action volontaire du composite operator. Il accumule, il distribue, il influence personnellement la structure du marché. On la reconnaît lorsque les mouvements sont nets, poussés par un volume conséquent et une intention claire. L'activité réactive, en revanche, est générée par le public. Panique, FOMO, chasse au breakout, chasse au prix. Dans ces cas, le volume est là, mais la qualité du mouvement est différente. Les bougies sont hésitantes, irrégulières, mal construites. Elles montrent le désordre, pas la stratégie. Apprendre à distinguer ces deux formes d'activité change tout, car cela permet de voir si un mouvement est réel ou s'il ne s'agit que d'une réaction émotionnelle de la foule. Le VSA, combiné aux phases Wyckoff, transforme un simple graphique en un récit où chaque bougie a un rôle précis, un récit où les moments de faiblesse et de force ne sont plus des devinettes, mais des révélations. Un récit où vous commencez à lire la présence du composite operator non plus après coup, mais pendant qu'il agit. Dans le chapitre suivant, nous irons encore plus loin. Nous apprendrons à mesurer la cause et à projeter les faits à l'aide d'un outil étonnamment puissant de la méthode Wyckoff, le point and figure. Point and figure. Mesurez la cause. Projetez le mouvement. Si les phases Wyckoff vous montrent ce que fait le marché, et si le volume spread analysis vous montre comment il le fait, alors le point and figure vous montre jusqu'où il peut aller. C'est un outil à la fois ancien et extraordinairement puissant, conçu pour filtrer le bruit et révéler l'essence pure du mouvement des prix. À la différence des chandeliers traditionnels, les graphiques point and figure ne tiennent pas compte du temps. Ils ignorent totalement la dimension temporelle. Ils ne s'intéressent qu'à une seule chose, le prix, et à la façon dont ce prix se déplace. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais c'est précisément pour cela qu'ils sont si utiles. Le marché passe parfois des heures à ne rien faire, ou monte et descend dans une agitation dénuée de sens. Le point and figure élimine tout cela. Il ne construit une colonne de X ou de O que lorsque le prix se déplace suffisamment pour signaler un véritable intérêt des opérateurs. Un X signifie une progression des prix. Un O signifie une baisse. Le box size, c'est-à-dire la taille de la variation minimale pour ajouter un nouveau X ou un nouveau O, est fixé à l'avance.
Une inversion de 3 box, par exemple, est nécessaire pour changer de colonne et passer de X à O ou de O à X. Ce fonctionnement crée une représentation graphique d'une pureté exceptionnelle. Le bruit disparaît. La tendance devient visible. Les zones de congestion deviennent claires. Et les phases d'accumulation et de distribution apparaissent comme des empreintes mathématiques. Mais le véritable génie du point and figure réside dans sa capacité à mesurer la cause. Rappelez-vous la deuxième loi de Wyckoff, la cause et l'effet. Chaque mouvement important est précédé d'une période de préparation. Une période où les opérateurs professionnels construisent une position, absorbent, distribuent, manipulent ou stabilisent. Le point and figure vous permet de mesurer cette cause de manière quantitative. Il suffit de compter les colonnes dans une zone de congestion. Ce comptage horizontal représente l'énergie accumulée. Le potentiel latent du prochain mouvement. Voi ci commenti la funzione. Imaginez une action qui consolide entre 40 et 48 $. Vous définissez un box size de 1 $ et une inversion de 3 box. Sur plusieurs semaines, vous comptez 30 colonnes d'alternance de X et de O dans cette zone. Ce nombre représente l'activité, les échanges, les tests, la bataille entre offre et demande. Pour projeter le mouvement potentiel, vous multipliez le nombre de colonnes par la taille du box. 30 colonnes fois 1 $ donne un objectif de 30 $. Si le mouvement attendu est haussier, vous ajoutez ces 30 $ à la base du range, ici 40 $. L'objectif devient 70 $. Cela ne signifie pas que le prix atteindra exactement 70 $. Les marchés ne sont pas des machines parfaites. Mais ce calcul fournit un cadre, une estimation puissante, une probabilité fondée sur la logique même du comportement institutionnel. Parce que plus une zone de consolidation dure longtemps, plus de mains échangent des positions, plus la cause croît, et plus l'effet qui en résulte est grand. Le point and figure ne fait que matérialiser ce principe. Il existe des formations particulièrement recherchées par les traders Wyckoff sur les graphiques point and figure. L'une d'elles est la formation de Fulcrum. Elle apparaît souvent après une tendance baissière prolongée. Les colonnes de haut montrent la descente, puis soudain une zone de congestion serrée se forme. Les X et les O s'alternent dans une zone étroite, signalant une accumulation à bas prix. Lorsque cette structure se rompt à la hausse, elle peut donner naissance à des mouvements surprenants de puissance. Le spring, quant à lui, apparaît également de façon très claire sur un graphique point and figure. On observe une série de colonnes qui testent le bas de la zone de congestion. Puis une colonne de haut qui descend juste en dessous, piégeant les vendeurs, déclenchant les stops, avant de rapidement inverser en X. Cette signature est l'un des signaux les plus propres et les plus lisibles disponibles sur ce type de graphique. Le choix du box size est un art en soi. Pour les actions chères, un box size de 2 à 3 $ peut être approprié. Pour les actifs moins coûteux, 50 centimes ou 1 $ peuvent suffire. En règle générale, la taille du box devrait représenter environ 1 à 2% du prix de l'actif. Cela permet de filtrer suffisamment de bruit tout en gardant une sensibilité adéquate au mouvement réel. Une fois la cause mesurée et le potentiel projeté, il devient possible d'évaluer si un trade vaut la peine d'être pris. Si la projection offre un mouvement estimé de 10%, mais que le stop potentiel vous expose à une perte de 5%, le ratio risque-rendement n'est pas attractif. Si la projection annonce un potentiel de 40%, avec un risque de 5%, l'opportunité devient solide. Ce filtrage par la cause transforme la façon de trader. Il ne s'agit plus de trouver des configurations séduisantes visuellement, mais de sélectionner les rares structures où l'énergie accumulée est suffisante pour générer un mouvement significatif. Le point and figure donne une précision mathématique à l'approche Wyckoff. Il complète les phases, les tests, les signaux de force et de faiblesse. Il transforme l'analyse structurelle en une évaluation rigoureuse. Une évaluation qui permet de savoir non seulement quand entrer, mais aussi quand renoncer. Dans le chapitre suivant, nous allons nous attaquer à un élément qui relie toutes les pièces du puzzle. Les trading ranges, ces zones silencieuses, en apparence inintéressantes, où se construisent les fortunes. Le trading range. Là où se construisent les fortunes, dans leur grande majorité, les traders détestent les marchés qui ne bougent pas. Ils veulent de l'action, des explosions haussières, des chutes spectaculaires. Ils voient les zones latérales comme des moments où le marché est en pause, où rien d'important ne se passe. Pour Wyckoff, c'est exactement l'inverse. Les trading ranges sont les lieux où se construit tout ce qui compte réellement. Ce sont les zones où les institutions travaillent, où elles accumulent, distribuent, testent, secouent, absorbent, relâchent, où elles mettent en place la cause qui donnera naissance au prochain grand mouvement. Pour comprendre un marché, il faut comprendre ses ranges. Pour anticiper un mouvement, il faut lire les zones où le marché semble immobile.
car derrière ce calme apparent, une bataille invisible se déroule. Un trading range n'est pas simplement une zone dans laquelle le prix oscille. Il reflète la psychologie profonde du marché. Il révèle s'il y a accumulation, distribution, consolidation avant continuation, ou simple bruit sans intérêt institutionnel. Pour faire la distinction, Wyckoff a identifié 4 éléments essentiels. Le premier élément est la durée. Plus un trading range dure longtemps, plus il est significatif. Une consolidation de 2 semaines peut être un simple repos technique. Une consolidation de 2 ou 3 mois est rarement anodine. Si les institutions y passent autant de temps, ce n'est pas par hasard. Elles construisent une position ou en sortent méthodiquement. Le second élément est la largeur du range. Un range étroit peut indiquer une accumulation bien structurée. Le composite opérateur absorbe l'offre et garde le prix sous contrôle. Un range plus large peut signaler une phase B encore en construction, où les tests se multiplient. Ces mouvements latéraux, parfois violents, reflètent la bataille entre les mains fortes et les mains faibles. Le troisième élément est le comportement du volume à l'intérieur du range. C'est ici que le volume spread analysis rejoint la lecture structurelle. Dans une accumulation, le volume est souvent plus élevé près du bas du range, car les institutions achètent et absorbent. Près du haut du range, le volume diminue, car elles ne vendent pas encore. Dans une distribution, c'est l'inverse. Le volume est plus fort dans les zones hautes, là où le public achète dans l'euphorie, permettant aux institutions de vendre discrètement. Le volume raconte l'histoire. Il montre la présence ou l'absence de demande. Il montre la réaction à chaque test de support ou de résistance. Il révèle les intentions que les prix ne dévoilent pas immédiatement. Le quatrième élément est le contexte. Où apparaît ce trading range dans le cycle global du marché? Après une forte tendance baissière, un range a plus de chances d'être une accumulation. Après une tendance haussière prolongée, il a plus de chances d'être une distribution. Au milieu d'une tendance saine, il peut être une consolidation avant continuation. Le contexte permet d'établir un biais, et ce biais, combiné à l'analyse du volume et de la structure, transforme un range anodin en une information cruciale pour traders. Wyckoff a également identifié 2 structures très spécifiques à l'intérieur des trading ranges qui jouent un rôle clé dans la psychologie du marché. La première est ce qu'il appelle le creek. Dans une accumulation, il s'agit d'une série de creux légèrement descendants, comme si le prix glissait doucement le long d'un ruisseau. Cette structure semble baissière et pousse souvent les traders impatients à abandonner. Mais en réalité, c'est un test du composite opérateur. Il vérifie la présence restante d'offres. Il évalue la réaction du marché. Le creek a une fonction psychologique très précise. Il élimine les traders trop pressés. Il piège ceux qui vendent trop tôt. Et il fait croire au public que le marché est encore fragile alors qu'il est en réalité proche de basculer vers la force. Dans une distribution, on observe l'inverse. Un terminal shakeout ou une série de sommets légèrement plus hauts crée l'illusion que le marché est prêt à continuer sa montée. C'est l'effet miroir du creek, un test de la demande destiné à attirer les acheteurs avant que le composite opérateur ne lâche le marché. Ainsi, la même structure peut avoir 2 interprétations opposées selon le contexte et le cycle. C'est pour cela que personne ne peut utiliser les trading ranges sans comprendre Wyckoff. Les ranges n'ont pas de sens sans la lecture structurelle complète. La qualité d'un trading range est un autre critère essentiel. Un range propre, avec des limites claires, des tests logiques, un volume cohérent, est souvent un signe de présence institutionnelle. Un range chaotique, plein de mouvements irréguliers, de fausses cassures sans logique, révèle souvent l'absence d'intérêt professionnel. Le marché y est dominé par le bruit, par les réactions émotionnelles du public, et non par les plans méthodiques du composite opérateur. Savoir distinguer un range de qualité d'un range chaotique change tout. Dans un range de qualité, chaque mouvement raconte quelque chose. Chaque test a un sens. Chaque réaction au support ou à la résistance donne une information exploitable. Dans un range chaotique, rien n'est fiable. Aucun signal n'a de valeur. Les traders qui s'y aventurent se retrouvent souvent piégés par le bruit du marché. Enfin, il faut comprendre comment les breakouts naissent des trading ranges. Pour le public, un breakout semble être le début du mouvement. Pour Wyckoff, c'est la fin de la préparation. Tout ce qui compte, c'est déjà joué dans le range. Le public achète la cassure. Les professionnels achètent le last point of support, le test, le retour au niveau clé. Le public entre quand le risque est déjà élevé. Les institutions entrent quand le risque est minimal. Dans un breakout haussier issu d'une accumulation, la vraie opportunité n'est presque jamais la cassure. C'est le test après la cassure. Le moment où le prix revient toucher la résistance devenue support, avec un volume qui chute.
Ce test a un sens précis. Il confirme que l'offre n'est plus présente. Il signifie que le marché est prêt à se lancer. Dans une distribution, le même principe existe à la baisse. Le marché casse le support, rebondit légèrement pour tester la zone devenue résistance, avec un volume faible. C'est le last point of supply. Le moment où le marché montre clairement qu'il n'y a plus de demande pour soutenir les prix. Comprendre les trading ranges, c'est comprendre la structure la plus importante de tout le marché. C'est savoir lire l'endroit où se construisent les fortunes. Là où le composite opérateur prépare tout ce qui va suivre. Là où le public s'ennuie et s'en va, et où les professionnels entrent calmement, patiemment, sans bruit. Dans le chapitre suivant, nous allons passer à l'application pratique. Nous allons transformer ces connaissances en stratégie. Nous allons voir comment scanner un marché, comment identifier les phases, comment établir des scénarios, comment entrer et sortir avec discipline. Application pratique. Comment, trouveur et trader des setups Wyckoff. La connaissance ne suffit pas. Comprendre les phases, les springs, les UTAD, le volume et les trading range n'a de valeur que si ces éléments peuvent devenir des décisions concrètes. Wyckoff n'était pas simplement un théoricien, c'était un opérateur. Et sa méthode est avant tout une méthode de sélection, de précision, d'exécution. Pour appliquer Wyckoff correctement, il faut suivre une démarche structurée, une démarche qui filtre, qui élimine le bruit, qui force la discipline. Voici le processus exact que les traders Wyckoff utilisent aujourd'hui. Première étape, identifier l'environnement général du marché. Avant même de regarder une action spécifique, il faut comprendre où se trouve le marché global. Un marché en accumulation ou en début de markup est un terrain fertile pour les positions longues. Un marché en distribution ou en markdown nécessite une prudence extrême ou une orientation vers les ventes à découvert. Pour cela, on observe les indices majeurs. Sont-ils dans une structure d'accumulation? Ont-ils montré un spring suivi de signes de force? Sont-ils en train d'échouer sur les zones hautes après une UTAD? Cette analyse permet de savoir si votre trade sera porté par la marée ou s'il devra nager à contre-courant. Deuxième étape, créer une watchlist fondée sur la force relative. La force relative est un langage en soi. Les institutions soutiennent les actions qui se comportent mieux que le marché. Une action qui descend moins vite que l'indice pendant les corrections ou qui remonte plus vite pendant les rebonds révèle souvent une présence institutionnelle. Ces actions deviennent vos candidats. Une watchlist de 20 à 50 valeurs est généralement suffisante pour trouver de véritables opportunités sans être noyé dans l'excès. Troisième étape, analyser la structure Wyckoff de chaque valeur. On recherche des schémas d'accumulation en phase B avancée, des springs potentiels, des signs of strength, des last points of support. On recherche aussi des distributions claires, des UTA, des signs of weakness, des last points of supply. La question centrale est simple. Où en est cette valeur dans son cycle? Est-elle en préparation? Est-elle in test? Est-elle en sortie de range? Un bon trade Wyckoff n'est jamais un trade flou. Il se situe toujours dans une structure identifiable. Quatrième étape, appliquer les tests de Wyckoff. Wyckoff a établi plusieurs tests pour évaluer la qualité d'un setup. Parmi eux, on trouve l'analyse de la tendance générale, la force relative, le volume, les vagues d'offres et de demandes, le comportement sur les zones clés, la lisibilité du range, la cohérence avec le cycle global. Chaque test doit être validé. Une seule incohérence sérieuse suffit pour éliminer un setup. Cinquième étape, mesurer la cause. Grâce au point and figure, il faut évaluer si la structure étudiée possède suffisamment de causes pour produire un mouvement significatif. Une accumulation courte ou désordonnée n'aura pas la force de lancer une tendance puissante. Une accumulation longue, propre, avec un volume cohérent, aura plus de chances de générer un mouvement harmonieux et durable. Cette étape filtre un grand nombre de faux signaux. Elle oblige à sélectionner uniquement les structures solides, celles dans lesquelles le composite opérateur a réellement investi du temps et de l'énergie. Sixième étape, définir la stratégie d'entrée. Il existe trois types d'entrées principales dans Wyckoff. L'entrée agressive sur le spring, qui offre le meilleur ratio risque-rendement mais demande une grande maîtrise émotionnelle. L'entrée sur le sign of strength, lorsque la valeur montre une sortie nette de la structure. Et l'entrée stratégique sur le last point of support, après le test de la cassure. Cette dernière est souvent la plus équilibrée. Elle offre confirmation, structure, faiblesse du risque et clarté dans l'exécution. Septième étape, placer le stop avant d'entrer. Un trader Wyckoff n'entre jamais sans connaître précisément son point d'invalidation. Dans une accumulation, le stop se trouve généralement sous la zone du spring ou sous le bas du range.
Un trade qui revient casser cette zone n'est plus un trade week-off. Il faut l'accepter et sortir. Le stop n'est pas une formalité. C'est une protection contre les erreurs, les imprévus, les pièges. Même les structures parfaites échouent parfois. Huitième étape. Gérer la position sans émotion. Une fois en position, la tentation est grande de suranalyser chaque bougie. C'est une erreur. Un setup Wyckoff solide doit progresser naturellement. Les pullbacks doivent être propres. Les volumes doivent confirmer les tests. Le trader doit rester discipliné, patient, focalisé sur le plan initial. Beaucoup échouent à ce stade. Ils sortent trop tôt par peur. Ils renforcent trop tard par avidité. Ils oublient que la méthode Wyckoff n'a de sens que lorsqu'elle est suivie du début à la fin. Wyckoff ne cherchait pas à attraper chaque mouvement. Il cherchait à attraper les mouvements justifiés par la structure, la cause, le test. Ce qui différencie un trader moyen d'un trader Wyckoff n'est pas la complexité de ses outils, mais la discipline dans son processus. Dans le chapitre suivant, nous allons clore ce parcours. Nous retournerons à la psychologique, à l'idée clé qui relie toute la méthode, comprendre comment le composite opérateur exploite nos émotions et comment nous pouvons reprendre le contrôle.